Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire la description du discours de Jérôme Powell, c'est-à-dire qu'on va aller voir un petit peu ce qu'il s'est dit pendant cette réunion, notamment pendant tout simplement le discours de Jérôme Powell. Les taux vont rester inchangés sur ce FOMC là, c'était plus ou moins ce que le marché prévoyait, donc c'est pas une grosse surprise de ce côté-là. Maintenant, il a eu un ton qui était très dovish, c'est-à-dire très gentil par rapport à l'inflation, donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. Donc je vais vous faire les transcriptions des questions-réponses et puis on va voir un petit peu où tout ça pourrait éventuellement nous emmener. Allez, intro. Alors, on va commencer d'abord par la partie technique, ensuite on va faire la partie news qui est principalement ce FOMC, donc ce meeting de la Fed, donc on va retranscrire, et puis ensuite on ira faire toute la partie liquidité, donc les poches de liquidité, tout ça. En ce qui concerne la partie technique, alors pour le moment, très beau rebond du BTC sur ce FOMC. Il a commencé à rebondir cet après-midi et on voit que pendant le discours et juste après l'annonce finalement des taux, il a continué et il a désormais breaké son W. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un W de retournement qui est très joli et qui nous emmène au-delà de ce point-là. On aurait éventuellement une target pour ce W comme un retour à peu près aux 44 000. En fait, vous faites ce qu'on appelle un swing, c'est-à-dire que je vais reprendre le clavier là pour l'instant. Vous reportez tout simplement l'amplitude de la figure au point de cassure. Donc vous prenez ici l'amplitude de la figure depuis la ligne de coup et le point de cassure est ici, ça nous emmènerait à peu près par là. Ici, cette traîne de distribution est cassée. Celle-ci n'a plus vraiment lieu d'être non plus et on va quand même garder en tête éventuellement la target de ce W en mettant un petit rayon ici. Alors, pour moi, on n'est pas haussier déjà, tant qu'on n'a pas nécessairement, cassé déjà cette traîne 4 heures, ça sera un premier signal, et bien évidemment, repris ce plus haut là. C'est-à-dire que si on reprend ce plus haut là, tout simplement, on est dans la continuation, on va dire, de cette tendance haussière qui est celle-ci, et là, on fait un plus bas, et on revient derrière casser le plus haut. On va voir si ça se tient sur la liquidité. Je ne serai pas nécessairement dans ce scénario-là pour le moment, en tout cas en ce qui me concerne, plutôt dans la continuation de la distribution actuelle, mais je vais vous expliquer pourquoi, et c'est probablement un peu contre-tendance ici, donc n'hésitez pas bien évidemment à prendre les devants et avoir votre propre analyse par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans ce cadre-là. Donc pour moi les 44, je dirais pas qu'on y va. Hier on a fait une vidéo où on a dit qu'on pensait qu'on viendrait chercher cette imbalance ici, pas nécessairement tout en haut, mais pourquoi pas 43,6. En tout cas on en a déjà couvert ici une bonne petite partie. Si on la regarde en une heure, vous voyez que elle prend plutôt sa source, je dirais à peu près par là, effectivement, donc 43,4. Maintenant, on a aussi tout ce pic-là qui peut éventuellement protéger, on va dire, le reste du mouvement, c'est-à-dire la tendance baissière. Sous-entendu, on ne repasse pas la trend ici, on se fait repousser par le niveau. Là, c'est un niveau weekly, mais en violet, on voit que c'est plus ou moins la borne du range précédent, si ceci, on le considère comme un range. Donc je le vois plutôt corriger dans cette zone-là, et faire un nouveau plus bas. Mais pour le moment, sincèrement, ça tient pas mal. Ça tient pas mal sur plusieurs choses également. C'est pour ça que je vais être relativement circonspect. Enfin, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance en ce qui concerne ce scénario de baisse plus substantielle. Pourquoi ? Parce qu'on rebondit sur la trend, vous le voyez ici, qui est violette à ce stade. Cette trend-là n'est pas perdue. Et nous, on avait dit que c'était vraiment un signal. Si on perdait le momentum le plus bas, on va dire, de cette trend. Qu'est-ce que c'est le momentum le plus bas ? C'est celui qui va des 26 au 37 ici, c'est une trend vraiment weekly, on pourrait la mettre éventuellement en 4 heures, mais voilà, pour moi, tant qu'on perd pas ce momentum là, effectivement il est possible qu'on soit sur un creux puisqu'on est sur trend, donc à un moment donné, voilà, le prix se reprend sur trend, on se reprend un petit peu au milieu de rien, j'aurais préféré qu'on aille ici un petit peu plus bas, vraiment chercher, on va dire le creux qui est ici, mais bon, voilà, pourquoi pas. Après on a un BTC qui est quand même en surchauffe en ce moment, donc du coup il faut bien se dire que ça peut quand même corriger plus, et personnellement c'est plutôt mon avis, mais encore une fois on regarde que la price action là, et donc du coup on va aller voir ensuite la liquidité, les news, etc., et vous allez voir que les news sont très bonnes. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, eh bien on est sur la trend ici, qui est une trend historique, elle pour le coup, elle a vraiment pour le coup elle est là depuis 2018 je crois, peut-être même avant.
excusez-moi, elle est là depuis 2019, pardon, et encore, on pourrait y trouver sa source finalement en 2017, où vous voyez ici qu'on est sur une surperformance globale de Ether par rapport à BTC. Cela dit, surperformance globale, somme toute, oui, mais non. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on trouve également, on va dire, une compression plutôt là-dedans. C'est-à-dire que depuis ce plus haut qui avait été fait en 2017, en fait, finalement, Ether contre BTC est en train de comprimer dans cet énorme triangle ici qui dure plusieurs années. Pour l'instant, on est au bas du triangle. Est-ce que c'est une figure de continuation? Donc, est-ce que Ether va se reprendre et reprendre de la dominance et reprendre tout simplement une belle price action par rapport à BTC, surperformer BTC à nouveau, ce qui éventuellement nous mettrait dans un scénario, on va dire, où le marché passe à nouveau risk-on. Pour le moment, vous voyez qu'on est dans une compression en bas de cette compression-là. Hein. Là, le petit triangle que vous voyez là en daily, pour le moment, il est en train de nous dire, bon... on pourrait la perdre vers le bas. Attention, si on perd cette compression vers le bas, on a ici des targets qui sont bien évidemment beaucoup plus basses. Je dirais que le dernier carat ici, ça serait éventuellement de revenir retester ça, mais que voilà, ne pas perdre cette trend là serait une très bonne chose, parce que c'est une trend historique qui est vraiment très vieille, donc si on la perd, on risque d'accélérer assez fort. En tout cas, je le pense comme cela. Ensuite, sur Ether contre... le dollar, on a eu cette assez forte correction et pour l'instant il se reprend très bien. Donc pour le moment on va voir, il est en train de venir chercher pareil sa liquidité plus ou moins dans un fair value gap également qu'il avait construit un petit peu comme BTC, hein, vous le voyez par ici, donc possibilité sur Ether si on vient chercher à peu près la même chose, de venir chercher globalement 2315. Si on repasse bien évidemment le top, et à ce moment-là on continue tout simplement la dynamique haussière qui est celle-ci, un plus haut, un plus bas plus haut que le précédent et donc on va chercher un plus haut à la suite. Pour le moment, ça discute beaucoup du côté des ETF, etc. Donc ça donne aussi du grain à moudre plutôt dans le positif, c'est-à-dire que la SAC a reçu hier à nouveau Franklin Templeton et elle a reçu à nouveau Grayscale, je crois, et également BlackRock. Donc il y a beaucoup de discussions en ce moment de ce côté-là. Et en ce qui concerne les altcoins, donc le total 3 du coup, alors on a deux manières de calculer le total 3, je vous l'ai déjà dit hier, mais j'ai des alarmes qui sont assez intéressantes qui ont sonné, c'est-à-dire cassure de trend, ici, et ça c'est une vieille trend également, cette trend est peut-être en train de casser, alors on avait fait une déviation là, donc attention à pas trop s'emballer trop vite, si jamais on la réintègre c'est pas très bon, mais pour le moment c'est plutôt une bonne chose, et puis je dirais que si on vient à prendre le niveau ici, on passera réellement en tendance haussière sur le total 3 des alts. Ici le total 3 est divisé par BTC, donc on parle en termes de market cap, et là en termes de performance vraiment par rapport au dollar, il s'est plutôt bien repris également, vous voyez qu'on tient le momentum finalement également de la trend précédente. Vous voyez également qu'on tient plus ou moins tous les niveaux. Ce niveau 1 heure ici est en train de tenir également. Et là, on est peut-être en train de marquer un W de fin de correction. C'est-à-dire que ça aurait été la correction, on va dire, qui n'a pas été substantielle, mais elle c'était une correction. Les alts pourraient revenir à reperformer par rapport à BTC dorénavant. Par contre, si on perd ça, c'est une correction plus importante. On en avait parlé, hein, éventuellement, d'avoir vraiment une correction conséquente, à la fois sur BTC et sur les alts. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être ce qui est en train de se profiler, pardon. D'autant plus que, sincèrement, les news sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt bonnes, donc du coup, on a un Jérôme Powell qui est arrivé pour faire son discours. On avait eu juste avant ça, bien évidemment, on va dire le communiqué assez habituel de la Fed, qui explique que bon, c'est un peu un copier-coller du précédent, hein. On va restaurer la stabilité des prix, on va retourner à 2% d'inflation et voilà. Ce qui est intéressant dans ce meeting, c'est qu'on a des projections. Alors je vais plus ou moins assez rapidement, en tout cas j'espère, vous faire ce qui s'est dit pendant cette réunion-là. Globalement, Powell arrive, il répète un petit peu les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire nous ce qu'on veut c'est le plein emploi et les 2% d'inflation, c'est notre mandat, c'est pour ça qu'on est là. L'inflation est encore trop haute, mais on a décidé de rester quand même en pause dans cet environnement restrictif quand même qui correspond aux 5,25, 5,50%. On procède très lentement. Cette année, on estime que la croissance a été étonnamment forte malgré une politique très restrictive de la Fed avec 2,5% globalement, c'est la projection sur 2023. On est le 13 décembre, donc on n'est pas loin de la fin. On a un housing qui a énormément corrigé depuis, donc ça c'est encourageant. Et il nous donne les projections finalement du GDP pour 2024.
Et vous voyez ici que, donc ça c'est la fourchette, ce que pensent les membres, il y a des membres qui pensent que ça peut être 3%, d'autres membres qui pensent que ça peut être 1%, et la médiane des projections des membres de la Fed se trouve à 1,4. Donc Powell est en train de nous dire, l'année prochaine, en 2024, on va probablement avoir tout simplement un PIB qui recule, donc moins de croissance, mais il ne voit pas une récession nécessairement ici dans les tuyaux. Ensuite, il nous dit que le marché de l'emploi est extrêmement fort, ça leur donne effectivement du courage, enfin ça leur donne plus ou moins du grain à moudre pour pouvoir effectivement continuer à rester dans cet environnement restrictif au niveau des taux, avec un chômage à 3,7, on l'a vu quand on a regardé les datas, et que la hausse des salaires est plutôt à la diminution. Attention, ça ne veut pas dire que les salaires diminuent, ça veut dire que la hausse des salaires, on n'est pas dans une surchauffe des salaires non plus. Le PCE, donc l'indice de l'inflation que regarde beaucoup la Fed, est à 2,6% et le core PCE est à 3,1%. On a vu hier sur le CPI qu'on était plutôt autour de 3,1 pour le CPI en l'occurrence et pour le coup 4% en ce qui concerne, on va dire le corps, donc l'inflation réellement de demande. On en parlera après, on va développer après. Donc il nous dit on va continuer à faire une pause et puis on va continuer à faire du QT, donc du quantitative tightening. On va continuer à vendre des assets de la Fed, pardon. Et pour lui, on est très certainement déjà au sommet. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il le dit, mais il dit il y a de fortes chances pour qu'on ait trouvé le taux final et que on ne rebaisse pas plus. C'est un petit peu étonnant dans certaines manières, pas étonnant non plus, c'est pour ça que le marché le prend très bien, d'ailleurs le S&P est en train de pousser là, puisqu'on n'a pas encore fermé la session Wall Street. Le dollar est à la diminution. Maintenant, quand on regarde finalement le CPI qu'on avait eu sur le mois, qu'on a eu hier en fait, d'ailleurs oui c'est ça, il est sorti hier, le CPI qu'on a eu hier, on est plutôt sur un plateau. En termes de core CPI, vous voyez qu'on était à 4 là, et on est toujours à 4 actuellement. 4,1 ici, 4,3 là. Oui, l'inflation descend. Heureusement, elle n'est pas en train de remonter. Là, on avait un Powell qui était extrêmement hawkish dans ces zones-là. Elle continue à descendre, on perd 0,1, mais on perd plutôt de l'inflation, on va dire, sur le fait qu'on efface des chiffres par rapport à l'inflation de l'énergie et de la bouffe qui était conséquent. Donc l'énergie et la bouffe sont en train de pricer une récession, donc un pétrole moins cher parce qu'il y aura moins de mouvement tout simplement, et en ce moment on a plutôt un plateau en ce qui concerne les 4% de core PCI, de core CPI. Du coup, les deux derniers pourcents, c'est ce qu'on appelle un peu le dernier mile, le dernier kilomètre, vont être difficiles à choper. Mais il semble plutôt confiant. Et on sent quand même, pour donner une analyse globale avant de vous dire un petit peu les questions, etc., qu'on est vraiment en année de préélection aux États-Unis et que y a quand même une volonté politique de dire que tout va bien. D'une certaine manière, voilà. On attaque ensuite les questions. Avez-vous donc terminé d'augmenter les taux? Le journaliste veut être bien sûr de comprendre ce qu'il a entendu, et Powell lui dit oui, on est plus ou moins au top et on a peu de chances de monter plus. On arrive vraiment à cet endroit où la question, et ça correspond un peu à la question suivante qui dit si jamais l'inflation venait à diminuer plus, est-ce que vous allez cut, est-ce que vous allez faire un rate cut, est-ce que vous allez baisser les taux? Et là Powell dit la première question qu'on s'est posée au tout début d'augmenter les taux, ça a été la vitesse, et on a été très très vite. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est combien de temps on reste en haut, et c'est la question qu'on est toujours en train de se poser. Et bien évidemment, se posera à un moment donné la question de baisser les taux, mais pour le moment, on n'est pas du tout en train de se poser cette question-là. On a en ce moment de la croissance, on a un emploi qui est fort, un monde de l'emploi qui est extrêmement fort, on bouge très doucement parce qu'on ne voudrait pas casser les bonnes conditions, et justement par rapport au monde de l'emploi, vous le voyez ici, les projections également des membres de la Fed, on est actuellement à 3,7, donc ça c'est pour 2023, là on nous propose la toute fin en fait, les derniers jours on va dire, et en 2024 ils voient quand même une augmentation du chômage, on pourrait dire qu'on est à peu près autour des 4,2, 4,5, quelque chose comme ça. Et il voit, en fait, finalement, un ralentissement de l'économie, à la fois, bon, encore qu'on est autour des 2% de croissance, c'est pas trop mal, on va dire, et puis, derrière, en même temps, un chômage qui, quand même, trouve une raison d'être dans les 4%. Je dirais que toutes ces projections-là, c'est bien sûr si tout se passe bien. Ils vont pas nous vendre ici moins 3% de croissance et 12% de chômage l'année prochaine. Ça serait un peu compliqué qu'ils arrivent en nous donnant ces datas-là. Mais voilà. La question qui est posée ensuite, c'est est-ce qu'on est en soft landing? Et Powell dit, écoutez, moi, je considère la probabilité quasiment autour des 50-50 actuellement. Il y a une probabilité qu'il y ait une récession l'an prochain.
il y a également une possibilité qu'il y ait un soft landing. On est globalement à peu près dans ce territoire où on avance très très doucement, on fait très attention parce que tout simplement les deux directions, on va dire, sont possibles. Beaucoup pensaient que 2023 serait une récession et vous voyez que beaucoup de gens se sont plantés puisque 2023 était finalement une année plutôt belle. Donc, derrière la question qu'il lui est posée, c'est est-ce que... Parce qu'en fait, derrière, il nous... donc ça, c'est les projections d'inflation. Bon, je pensais faire le lien avec une question, mais en gros, les projections d'inflation, vous voyez que l'inflation mettrait quand même, pour aller à 2%, 4 ans. C'est pas ce qui va se passer. On va ici être sûr que soit l'inflation elle repart, soit l'inflation eh bien elle va plomber courant 2024, elle sera déjà à un moment donné à 2%. Donc voilà, mais bon, ce qui est vu ici, vous voyez qu'on est autour des 4 sur le PCI, on est à 3,1 en ce moment. Et donc il voit une diminution assez conséquente, mais très longue, sur un temps très long. Et c'est là qu'on voit en fait où est-ce qu'il voit les taux, hein, tout simplement, parce que c'est un petit peu la grosse question, hein, c'est un peu ça le plus important. Où est-ce que tous les membres voient les taux? Et effectivement, quand on voit leurs projections, on ne dépasse pas les 5,25 à 5,5%. C'est-à-dire qu'aucun des membres de la Fed, il n'y en a même pas un seul, là les points c'est des membres de la Fed, d'accord? Aucun des membres de la Fed ne voit une augmentation prochaine. Tout simplement des taux d'intérêt. Ce qu'on peut voir, c'est que en courant 2024, finalement, on est dans une fourchette qui se trouve à peu près autour des... on serait déjà descendu, hein, à peu près 0,75, hein, si on prend la médiane. Donc, courant 2024, on aura déjà une descente de 1%. Et puis ensuite, vous avez probablement le même membre ici qui pense qu'on va mettre beaucoup plus de temps à descendre. 2025-2026 resterait des périodes où les taux sont toujours à 5%, donc une inflation qui est quand même collante. Et c'est plus ou moins ce que nous dit ici la Fed, hein. C'est-à-dire que le dernier mile, il va prendre... Le dernier kilomètre va prendre quasiment 3 ans à couvrir. C'est pour eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et puis derrière, par contre, les membres qui voient ensuite, vous le voyez, une diminution et une arrivée à peu près autour des 2,5 pour les taux à court terme, donc ceux qui sont posés par la Fed, et bien également dans 3 ans. Donc c'est très long tout ça, et c'est probablement beaucoup plus rapidement que vont se faire les choses. On sait que finalement la Fed a un levier qui est les taux, pour pousser au plein emploi quand il le faut, mais malheureusement ça augmente les prix, et puis derrière quand les prix augmentent, et bien tout simplement baisser ce levier, et on a cette espèce de lag entre ce que nous disent les politiques de taux, puisque ça met beaucoup de temps pour investir, ça met beaucoup de temps pour, je parle des investissements d'une entreprise. Quand une entreprise va différer ses investissements parce que le crédit est trop cher, ça va influer sur l'emploi après un petit peu plus tard. Donc tout ça met énormément de temps à se mettre en place. Donc bien évidemment la Fed a souvent 6 mois de retard au moment où elle joue les choses. Là effectivement, ce qu'on peut leur accorder, c'est qu'ils ont été très vite. Donc ça, effectivement, les marchés, le S&P a tout de suite plombé très rapidement, mais en même temps derrière, on peut leur donner ça que effectivement le marché de l'emploi n'a presque pas eu le temps de réagir finalement. J'irai après faire une conclusion un peu sur tout ce que je pense par rapport à ça, mais bon, encore une fois, est-ce qu'on aura vraiment des taux plus bas en 2024? C'est ce que nous disent plus ou moins tous les membres de la Fed, et quelle serait la motivation pour ça? Là, Powell nous dit que le forecast, le fait de prédire l'économie, reste quelque chose d'extrêmement imprécis. Là, le journaliste lui pose la question, est-ce que ce sont les élections qui font que vous présentez pendant une année d'élection américaine finalement une baisse de taux, ce qui devrait plutôt doper les marchés? Et là, Powell dit, nous, on n'est pas censé faire de la politique, donc on ne pense pas à ça. Ensuite, les anticipations de marché, comment le marché tout simplement anticipe, et le marché anticipe pas du tout ça, hein, d'accord? Quand on regarde les forecasts du CME, quand on regarde les forecasts du CME, le marché anticipe un pivot beaucoup plus rapide de la part de la Fed, c'est-à-dire que en fait on aurait un marché qui commence même à penser que d'ici mars on aura déjà commencé à couper. Alors ça va plutôt dans les projections, et qu'on aurait globalement déjà courant juin, qu'on serait déjà effectivement au cut de 0,75 proposé par la Fed, et le marché pense que la Fed va même couper jusqu'à 3,75, et ce pendant toute l'année 2024. Donc le marché anticipe différemment de vous, et là Powell dit on regarde pas les anticipations du marché.
ce qui est à voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est 2% d'inflation. On voit des très beaux progrès. On voit dans nos projections que la croissance va diminuer. Donc, on estime qu'on va rester dans ce territoire restrictif-là, mais que effectivement, ça peut faire diminuer la croissance. Et derrière, si jamais la croissance est trop bonne, un petit peu ce qu'on a eu cette année, on considère que pour nous, c'est plutôt des bâtons dans les roues. Maintenant, on considère aussi que c'est une forme d'opportunité parce que tout simplement, malgré le fait qu'on rentre en territoire restrictif et on voit quand même les prix baisser, on peut le voir sur la courbe d'inflation quand même, où il y a effectivement une traîne ici, les prix diminuent, on était quand même autour de 9% d'inflation. Il y a de ça à peu près 1 an et demi, 2 ans, et on est déjà ici retourné aux 3%. Et concrètement, il dit, pour nous, c'est à la fois une opportunité, à la fois une difficulté, parce qu'on sait que ça mettra beaucoup plus longtemps, avec une économie extrêmement résiliente, ça mettra beaucoup plus longtemps pour nous, tout simplement pour arriver à notre objectif des fameux 2%. Donc, il nous dit le soft landing est possible, les salaires recommencent à augmenter un petit peu, le peuple doit sentir que les prix restent très élevés, effectivement, tout simplement parce que les prix ne baissent pas. Il faut bien comprendre que là, ce qu'on regarde, c'est une diminution de l'inflation, on regarde pas une diminution des prix, d'accord? Donc ça paraît relativement normal de le penser. Derrière, la question qui lui est posée, c'est si jamais il y avait une récession, est-ce que du coup, vous auriez ce rate cut, donc cette baisse des taux qui serait rapide? Et là, Powell dit c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire une grosse récession où on serait effectivement obligé de couper très rapidement les taux, et là du coup ça serait pour nous plus ou moins dramatique parce qu'on saurait qu'on est toujours dans un contexte plus ou moins inflationniste et en même temps qu'il faudra quand même préserver le plein emploi, donc du coup qu'on devra forcément peut-être le faire, mais c'est typiquement ce qu'on ne veut pas voir. Quand est-ce que vous allez décider de couper les taux, donc de baisser les taux? Le risque de rester trop longtemps en haut est réel. On arrive ici dans ce domaine, et là je vous donne la réponse de Powell bien sûr, on arrive ici dans ce domaine où on est à peu près au 50-50, avec une économie très forte, donc on met des bonnes chances de notre côté. Mais on pense quand même que notre politique lag, qu'elle prend du temps à se mettre en place, donc c'est pour ça qu'on voit effectivement sur 2024 une diminution de la croissance. Je rappelle qu'on est cette année à 2,5 en croissance et que les forecasts ici pour 2024 sont de 1,4 sur l'année 2024 en ce qui concerne les membres de la Fed, bien évidemment. Si jamais... question qui lui est posée également, si jamais on baisse en 2024 de 0,75%, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que l'économie sera faible selon vos projections? Powell dit, on ne sait pas, ce sont des forecasts, il est possible que cette économie soit faible, c'est plus ou moins ce qu'on prévoit nous, et on voit également que le core inflation, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, reste quand même collé à 4%. Ici, là où on a eu une très belle trend. Alors ce qu'il faut comprendre aussi également, quand je vous montre ces chiffres d'inflation, c'est qu'ici on a le chiffre annuel. Le chiffre month over month serait beaucoup plus intéressant à regarder, d'une certaine manière en tout cas, parce que en fait dans le chiffre annuel, quand vous prenez ce chiffre-là, vous effacez le chiffre à N-12. Donc quand vous effacez des gros chiffres, c'est plus facile de descendre, et puis derrière vous comprenez que quand on va effacer, au plus on va avancer dans le temps, au plus ça va être difficile d'effacer tout simplement des gros chiffres, et ça va être de plus en plus difficile de baisser. Donc l'idée ici, c'est qu'on a profité finalement de chiffres très hauts à ce moment-là pendant un certain temps, et c'est pour ça qu'on a eu ce drop assez rapide, mais que là on va rentrer dans un territoire où ça va être de plus en plus difficile. Il va vraiment falloir entre guillemets effacer ces chiffres-là qui sont finalement à peu près cohérents. Et là on trouve ce plateau-là d'une certaine manière, si on se met 12 mois en arrière, 1er juillet ici, on est à peu près ici, vous voyez qu'on trouve ce plateau-là dans un endroit où on efface à peu près les mêmes chiffres tout le temps. Même ici, on avait une réaugmentation, donc on peut peut-être estimer qu'on va avoir une jolie diminution, et là je parle pour le chiffre annuel, puisqu'on va effacer des gros chiffres également sur une augmentation, donc ça c'est une bonne chose, mais comprenez bien que quand on parle du year over year, eh bien on efface le N-12 précédent, le month over month qui s'était fait il y a 12 mois est effacé, on reprend l'agrégation ici de ce qu'il s'était fait précédemment. Donc le fait de trouver un plateau ici est plus ou moins normal au sens où, entre guillemets, on trouvait à peu près un plateau là. Là, on va commencer à effacer des chiffres peut-être un peu plus cohérents. Mais par contre, derrière, il va falloir effacer des chiffres qui eux-mêmes étaient déjà à la diminution. D'accord? Donc en N-12, vous aviez un chiffre qui était à la diminution en month over month. Mais en plus, vous allez devoir effacer
plus que cette diminution. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur cette idée-là. Et peut-être qu'on fera une charte même supplémentaire avec le Month over Month pour que vous compreniez bien cette idée-là. Je suis complètement parti dans autre chose là. Oui, donc on a vu des vrais progrès. Il y a également des bonnes datas. Le CPI est encourageant. Là, on parle des datas qui sont fraîches. On parle des datas de hier et aujourd'hui, puisqu'on a eu un bon PPI et on a eu un bon CPI. Et il dit que les membres ont pu prendre en compte ces datas, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui midi, ils ont pu changer leurs projections. Donc les projections n'ont pas été faites en début de FOMC. Où est la zone neutre? C'est la question qui se pose. C'est un environnement qui est relativement incertain. Quand on aura vu également, parce qu'en fait, il faut bien comprendre, et je crois que c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qu'on aborde dans la question suivante, donc ça peut être intéressant d'en parler maintenant également. La question suivante, c'est, on lui dit, mais vous allez couper avant les 2%, vous n'allez pas rester à 5,50, attendre que les 2% arrivent, et puis derrière, commencer à couper. Et il dit, bah non, bien sûr, c'est pas du tout l'idée, on veut pas overshooter, on sait que notre politique a du lag, donc quand on aura le sentiment que vraiment on est sur la dernière diminution, bah c'est à ce moment-là qu'on reviendra dans une zone neutre, hein, c'est l'idée. Revenir dans une zone neutre, ça serait globalement quand même aller se balader plutôt autour des 2,5-3% que être à 5,5 comme c'est actuellement, où c'est quand même un taux qui est assez restrictif pour l'économie. Donc il dit, on sait qu'on a du lag, on sait qu'il va falloir qu'on coupe les taux avant ça. Maintenant la question c'est la rapidité à laquelle on va arriver à la stabilité des prix. Mais également, est-ce que ça va, bien évidemment, causer des dommages à l'économie? Ensuite, on lui parle de la difficulté du dernier pourcent. Et il dit oui, effectivement. Je crois aussi que c'était... c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce que c'est relativement vrai, mais en même temps, c'est relativement un peu facile. C'est une question où il botte un petit peu en touche. Il nous dit, en gros, il y avait quand même deux gros facteurs sur cette inflation. C'était pas l'inflation habituelle de surchauffe de la demande. Sous-entendu, on a donné de l'argent à tout le monde gratuitement. Donc, du coup, la demande a surchauffé complètement et l'économie ne pouvait plus suivre pour fournir, et c'est ça qui fait augmenter les prix, hein, la demande est supérieure à l'offre. Il dit, il y a eu aussi en même temps un gros problème au niveau de l'offre avec cette crise Covid finalement, avec une supply chain qui a été mise à mal, c'est-à-dire que c'était difficile de trouver les bons produits au bon moment, etc. Donc on a vu des voitures qui augmentaient énormément, parce que les gens voulaient absolument tel ou tel truc, ils étaient prêts à le payer plus cher, et c'est pour ça que les prix ont énormément augmenté. Donc la résolution de ces problèmes de supply chain, si tant est qu'ils soient vraiment résolus, mais d'une certaine manière oui, notamment avec la Chine, les semi-conducteurs, toutes ces choses-là, etc. La résolution de ces problèmes de supply chain nous a permis d'accélérer excessivement vite sur le fait de réajuster offre et demande et de réajuster plus ou moins les prix. Et ensuite, dernière question. Sur le quantitative tightening, ils ont effectivement la balance de la Fed est à la diminution. Je pense qu'on l'a ici. La balance de la Fed est à la diminution. Pour le moment, ils ont coupé à peu près 1,2 trillion. Vous voyez que c'est rien par rapport à ce qui a été effectivement rajouté dans l'économie quand même, mais est-ce que vous allez changer ici le rythme? Alors d'une certaine manière, ce qu'on peut dire ici sur la tendance globale de la balance de la Fed, on va dire qu'on a à peu près une trend pré-Covid et qui était quand même à la hausse. Ici, l'apparition du quantitative tightening se fait. En fait, du quantitative easing, pardon. En fait, globalement, le quantitative easing est inventé par les banques japonaises sur la crise financière de 97. C'est plus ou moins ce qui sauve un petit peu l'Asie en 97. Et puis ensuite, les autres pays trouvent que ça marche pas mal, donc ils l'adoptent finalement. Et là, on voit qu'on l'a un peu trop adopté. Et donc du coup, un retour à la normale, je dirais que déjà, si on revenait sur trend ici, à peu près aux 6 trillions, ça serait quand même plus ou moins logique. Maintenant, il y a du boulot, on est à 7,73. Ils ont déjà baissé de 1,2. Revenir à 6 trillions, ça nous emmènerait à 1,7 supplémentaire en termes de revente, on va dire, de ce que la Fed a acheté en imprimant. Et ici, il dit, pour le moment, on n'est pas du tout dans l'idée de changer le rythme actuel sur lequel on est en train de faire du QT. Donc, dans ce côté-là, il est plutôt en train de dire, ça va dépendre de l'économie d'une certaine manière, et on va rester à peu près dans le rythme actuel, c'est-à-dire qu'on veut, voilà, ici, même en fait, dans l'idéal, en soi, l'idéal, ça serait que quand vous avez terminé un petit peu la crise, vous en êtes là, et qu'ensuite vous pouvez refaire le même mouvement. Le problème, enfin, ce que crée le quantitative easing, c'est que la baisse des taux à zéro, bien évidemment,
présente le risque d'une crise obligataire, c'est-à-dire que personne ne veut acheter les obligations puisqu'elles ne rapportent rien, et donc du coup la Fed s'en charge, c'est-à-dire qu'on imprime tout simplement pour acheter ses propres obligations. Ça évite d'imprimer pour relancer ses voisins. Ici on relance tout simplement le propre crédit, on va dire étatique, qui est proposé par son propre pays. C'est pas que de l'étatique, mais voilà, vous comprenez ici l'idée. On va passer désormais sur... on va pas faire la page de pub aujourd'hui, mais je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas ici à venir eh bien vous affilier, utiliser tous les liens de la chaîne, éventuellement aller acheter diverses... il y a les t-shirts, j'en porte un d'ailleurs là. Les t-shirts, tous ces genres de choses, n'hésitez pas à taper dedans parce que tout simplement tout est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. En ce qui concerne le reste des news, sincèrement on va pas la faire parce qu'il y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est la news principale de la journée. On a largement couvert le sujet. Donc on va directement passer aux liquidations. Et j'en profite également pour vous dire de mettre un like sur la vidéo. On a liquidé sur les dernières 24 heures 174 millions. À peu près 60 millions sur Bitcoin et Ethereum, donc c'est un peu moins de la moitié. Donc ça a pas mal liquidé sur les alts également. Quand on regarde le carnet d'ordre, eh ben, on en avait déjà parlé hier, mais il y a pas mal d'ordres qui se sont rajoutés ici au 38. Vous voyez qu'ils ont été enlevés sur ce rebond. On en a quand même encore sur la zone. Ici, il y a beaucoup d'ordres d'achat, je dirais. On voit que c'est beaucoup plus dense, d'ailleurs, entre 37 et 33. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va couvrir ces ordres d'achat ou est-ce qu'on n'ira pas? C'est un petit peu la question du moment. On va aller voir ça éventuellement en fin de description, en fin de la vidéo. En tout cas, pas mal d'ordres à l'achat en dessous et ces ordres ici qui ont disparu quand on était sur la zone des 38 qui était relativement conséquent. On s'est posé la question hier, est-ce que c'est du spoofing ou est-ce que c'est vraiment des ordres? Il y en a 2 ou 3 qui sont restés, mais sur le rebond actuel. Alors c'était peut-être des ordres au cas où, c'est-à-dire si Powell augmentait ses taux et qu'il avait un discours extrêmement hawkish, au contraire de dovish, à ce moment-là, eh bien on aurait eu un drop et là ils auraient eu potentiellement du Bitcoin à un plutôt bon prix. Maintenant c'était peut-être également des ordres de spoofing. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que le point qu'on avait mis ici en liquidation à prendre au-dessus a été sorti. Concrètement, j'ai plutôt ici un prix qui augmente, un funding qui descend. Théoriquement, ça devrait se faire à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai plutôt du monde qui veut shorter l'histoire ici. Donc on peut éventuellement rajouter un point de short à venir prendre sur le, on va dire, point actuel, enfin le top ici actuel. Le funding met un peu de temps à se mettre en place, donc ici, ça vient juste de sortir, ça fait 1h30. En tout cas, on voit pas ici de changement. Prochaine mise à jour du funding dans 3 heures, on verra dans 3 heures s'il y a vraiment un changement ou pas, mais sur les gros exchanges, c'est dans 3 heures, c'est-à-dire c'est à la clôture journalière tout simplement. En tout cas, sur une période ici que je qualifierais de 18-19 heures, on a plutôt un open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente, un funding qui descend, donc j'ai plutôt du short ici sur cette structure-là. Et on avait ce point qui n'a pas encore été revisité ici autour des 39 400. Les poches de liquidité, on est venu chercher la grosse position dont je vous parlais hier. Ici, elle était à 42,8. Elle a été prise. On voit un petit cluster de liquidité qui se crée au-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on a des bonnes chances de retaper ici le top. Si jamais vous n'êtes pas encore en short, c'est peut-être potentiellement pas forcément la zone tout pile pour le faire. Et on a encore une assez conséquente position autour des 43,6. Sur Ether, on n'a pas pris la grosse position en question, elle était à 2300, c'est possible qu'Ether nous fasse une petite poussée là, après s'il y a une petite rotation dans la nuit, Bitcoin vers Ethereum. Pour le moment, marché qui est plutôt en short, majoritairement en short, mais vous voyez que sur toute cette montée, on liquide du short forcément, et puis on rajoute du long, donc ça nous donne aussi la potentialité de revenir tout simplement chercher le bas. Et sur Bitcoin, d'une certaine manière, c'est un petit peu la même chose. On avait ici un fort excédent de shorter, et vous comprenez que le fait qu'on ait coupé du shorter et rajouté du longueur dans la structure peut nous donner un moment où ça va un petit peu freiner. Donc liquidité, c'est à double tranchant. Funding va plutôt dans le sens de un peu plus pousser en haut et la structure nous dit que on a enclenché du longueur sur cette structure. Même la news a probablement été longuée assez fortement. Derrière, on est ici sur la 7 jours. Vous voyez que la poche de liquidité intermédiaire ici a bien été travaillée. On a pris le point chaud. Il y a peut-être un point chaud supplémentaire éventuellement à prendre à 43,3. On en a parlé, c'est vraiment venir couvrir la totalité de l'imbalance qu'on a là. Et bien évidemment, possibilité de faire un plus haut. On le voit sur la liquidité. Possibilité de faire un plus haut puisque on n'a pas un funding qui a priori... et non plus dans le rouge, mais je veux dire la majorité du marché reste toujours
en longue, pardon, mais on a du monde qui a shorté, comme on est resté assez longtemps sur la zone supérieure, on a du monde qui a eu le temps de shorter tout cela, et y compris sur des leviers plutôt forts, c'est ça que je veux dire, proche du prix, voilà. Ether, on a bien nettoyé la liquidité intermédiaire aussi, possibilité d'aller à 2003, on en a parlé précédemment, on a encore une petite poche de liquidité, si jamais on venait à traîner sur la zone, en fait au plus on traîne sur la zone, si là il n'y a pas de rejet vers le bas, au plus on se donne éventuellement les chances de pousser un petit peu plus haut, et pour le moment on n'est pas en train de construire non plus une liquidité intermédiaire trop conséquente, je dirais, sur la montée actuelle. Vous voyez que sur la 7 jours c'est très relatif, on n'a pas de zone verte ici qui s'est créée sur la montée, donc ça c'est intéressant. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors déjà, la Fed, et c'est la première fois qu'elle l'annonce depuis... moi je mets en pause, je bois un petit coup d'eau. Donc là je vous montre la réaction du S&P, hein, qui est le discours, enfin l'annonce s'est faite à peu près par ici, le fait que ça posait, et le discours s'est fait juste derrière. Le S&P a pris aujourd'hui, c'est vraiment... voilà, pour le S&P c'est très bien, 1,32 sur la journée, c'est énorme. Donc... c'est la première fois que la Fed nous dit qu'elle a trouvé le point haut au niveau des taux. Auparavant, elle était plus ou moins en train de nous dire c'est peut-être le cas. Pardon, c'est peut-être le cas. Et là, c'est la première fois où Powell nous dit qu'il y a plus de chances qu'on aille vers le bas, enfin qu'on aille plus vers le plat, on va dire pour le moment, et ensuite qu'on descende. Très belle réaction institutionnelle, on peut le voir également du côté des actions Coinbase, Mara et compagnie qui ont bien performé, qui ont pris, Mara a fait plus 15, CleanSpark a fait plus 15, Coinbase a fait plus 8 ou plus 10, donc la blockchain réagit très bien à tout ça. Maintenant, personnellement, je ne vendrais pas trop la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est extrêmement encourageant pour la suite. Voilà, c'est des plutôt bonnes nouvelles qu'on se dise, bon, il n'y aura plus de hausse de taux dorénavant. On va dire que le marché n'aime pas l'incertitude, et là, les projections qui nous ont été données, même si le marché n'y croit pas trop, vous l'aurez compris, il y a une distension entre ce que nous dit l'outil du CME et ce que nous dit les projections de la Fed. Le marché n'est pas du tout d'accord avec Powell sur ce qu'il va se passer. Pour le moment, je dirais que, surtout du côté du marché de l'emploi, on a eu une baisse du chômage, carrément. On était à 3,9, on est descendu à 3,7. On a un CPI en plateau. Alors ça, moi, j'aime pas trop parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà, j'aurais préféré que ça diminue réellement pour être un petit peu plus confiant. Donc ça, c'est pas très bon. Cela dit, on a quand même en face un Powell qui nous donne une réponse claire, c'est-à-dire, malgré plus ou moins un plateau à 4% sur l'inflation, pour nous, on a trouvé le max. La question, c'est maintenant combien de temps on y reste. Action de prix, etc. Et donc, pour revenir un petit peu à BTC, tant qu'on tient cette trend, qui est celle-ci, pour moi, il est possible qu'on tienne plus ou moins le cercle. En fait, la question, parce que le cercle, c'est la parabole dont je vous parle, là, qu'on est en train de faire actuellement. D'accord. La question, d'une certaine manière, c'est est-ce que je considère que ça doit être tenu en termes de pente, c'est-à-dire qu'on l'a déjà perdu et c'est pour ça qu'on a accéléré. Et là, on est juste en train de faire un mouvement logique de retracement, ce qui serait personnellement plutôt mon avis. C'est-à-dire que pour moi, je verrais plutôt BTC aller sur la zone des 31-32, voire en dessous, à partir de ici, et avant qu'on ait la news des ETF, d'accord. C'est-à-dire qu'on commence une distribution ici à la mi-décembre. On aura peut-être une acceptation des ETF en janvier, mais pour moi je le vois plutôt comme ceci, c'est-à-dire le prix va pas vous passer un coup de fil pour vous dire attends, il y aura un sell de news à telle date parce que la news elle est censée arriver à tel moment. La distribution elle va vous prendre de court, elle arrivera avant, et tout simplement je verrai bien, et c'est pour ça que j'ai marqué au fer rouge la date du 12 décembre ici, en disant moi je verrai bien une distribution pré-vacances de Noël, on va dire. Maintenant, parfois, on a effectivement un rallye de Noël, ça arrive également. Et puis, on tient cette trend. Donc ça, c'est très important pour moi. C'est ce qui me fait vraiment douter du fait qu'on pourrait éventuellement revenir prendre le top ici, voire éventuellement revisiter la trend supérieure. Et on avait parlé également des 48. Déjà, on en avait parlé et c'était quelque chose d'extrêmement important de se dire que c'était peut-être là le bel endroit où il y aurait la belle correction. Et également, on avait parlé des 52. Donc pour l'instant, moi, je tiens mon short. C'est une position qui est désormais SL à break-even, c'est-à-dire j'ai descendu mon SL et on avait pris ici la moitié des profits directement sur la zone, on les a même pris un petit peu avant.
à moins 4% depuis le point d'entrée. Je verrais bien quand même ici qu'on continue en fait tout simplement la distribution. Ça serait plutôt mon avis. Maintenant je peux me tromper et encore une fois on tient la trend, donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et sur lequel moi je me base. On va déjà voir comment on se comporte ici sur cette 4 heures là. Est-ce qu'on commence à faire quelque chose comme ça avec éventuellement cassure en haut ou éventuellement cassure en bas, mais pour le moment encore une fois moi je reste assez baissier. Par contre c'est une très bonne nouvelle pour le moyen long terme je dirais. Je dirais également que pour le moment on est toujours dans le momentum de l'ETF et on est toujours également dans le momentum on va dire de du fait qu'on a un Powell qui nous a dit pour la première fois qu'on avait très certainement atteint le top de la hausse des taux et ça fait plus ou moins quand même un certain nombre, 1 an et demi à peu près, quelque chose comme ça qu'on attend qu'ils nous disent ça, qu'ils nous disent enfin c'est bon, il n'y aura plus d'incertitude, désormais a priori pas de hausse de taux supplémentaire. On va continuer à suivre les datas, on va continuer vraiment à suivre les datas parce que c'est important de le faire et encore une fois pour le moment on tient le momentum qu'on a eu des 26 au 37, c'est-à-dire que la trend ici est tenue et pour moi ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait éventuellement tabler désormais sur des plus hauts. Et encore une fois, du coup, on va commencer à regarder un petit peu la zone des 48 à 52 sans trop de problèmes. Maintenant, si cette distribution a commencé à la mi-décembre, comme c'était évoqué chez nous depuis désormais un certain temps, c'est-à-dire un sell de news avant que la news ETF sorte, ou alors tout simplement peut-être des insiders qui savent que l'ETF entre le 5 et le 8 janvier pourrait être repoussé, ou que sais-je, ce genre de choses, voilà. Voilà, pour moi, encore une fois, je me répète, mais le plateau d'inflation au 4% là, sur le core CPI, c'est pas une très très bonne chose. Par contre, on a eu des très belles news au niveau du marché de l'emploi qui est toujours aussi résilient aux États-Unis. Et puis, encore une fois, c'est une belle nouvelle aujourd'hui que Powell nous donne, c'est-à-dire il y a des très fortes chances qu'on ait tout simplement atteint le niveau maximum des taux d'intérêt. On va voir également comment le marché réagit, personnellement je vais commencer à regarder un petit peu le pétrole, voir si il lui-même va se mettre à pricer un soft landing, parce que c'est pas du tout le cas pour le moment, le pétrole est plutôt à la diminution, le pétrole est plutôt en train de pricer tout simplement une récession, avec un S&P qui lui, pour le coup, joue un peu sa vibe de soft landing, plus ou moins quand même. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En général, les vidéos Powell sont assez longues parce que il faut développer un petit peu tout ce qu'il a dit, mais il faut bien garder à l'idée que tout ça c'est important à la fois pour les stocks. Si vous êtes investi sur les stocks, c'est des choses qui sont tout simplement à suivre parce que on va dire que la liquidité américaine correspond quand même à une bonne partie de la liquidité mondiale. Et puis, voilà, savoir aussi le moment où il y a pivot de la Fed est le meilleur moment pour investir en soi, le moment où aller sur un plateau dans un taux restrictif est un moment où c'est pas trop mal d'être investi, mais en tout cas sur Bitcoin, moi j'attendrais plutôt le gros flag de allez c'est parti, d'une correction, d'une récession, et malheureusement une récession sous-entend probablement une correction, en tout cas si Bitcoin se comporte comme il s'est comporté par le passé, c'est-à-dire avec quelque chose où il est plutôt corrélé quand même aux actions. C'est pas forcément le cas, on est peut-être en ce moment en train de passer sur autre chose, un Bitcoin qui devient plus ou moins quand même plus de l'or digital, etc. J'aurais tendance quand même à me dire que c'est un petit peu tôt, voilà, pour rentrer dans ce type de narration. Il faudrait que pour le coup qu'il prouve des choses en récession, et là, quand le marché action a corrigé et quand la liquidité s'est restreinte, il a quand même corrigé à peu près comme d'habitude. Et on peut imaginer que si S&P faisait un gros plongeon sur une très mauvaise news ou autre chose, il corrigerait aussi. Il y a un endroit éventuellement où on peut se dire que Bitcoin a très bien réagi, mais derrière les actions l'ont fait aussi, mais bon quand même. C'était pendant la crise de Silicon Valley Bank, etc. Je pense que c'était là. Où là pour le coup tout le monde s'est jeté sur Bitcoin en se disant peut-être qu'il vaut mieux que j'ai mon argent en Bitcoin que de l'avoir à la banque. C'est un petit peu ce qu'il nous a dit là. Voilà, ça a été une réaction extrêmement intéressante. Et il y a eu des gros achats sur cette zone des 20 000. Et ça a été une réaction extrêmement intéressante. Maintenant, en mars, le marché s'est remis
assez vite aussi, hein. Donc, mais Bitcoin s'est remis quand même plus vite, et ce malgré le fait même que à l'époque l'USDC était attaqué parce que Silicon Valley Bank était elle était fermée le week-end, enfin en tout cas elle était en faillite, et les autres banques qui permettaient à l'USDC de se fournir étaient fermées le week-end, donc là on a eu un vrai souci. Et puis en même temps on avait quand même toutes les grosses banques de la tech qui étaient attaquées. Voilà, donc la grosse question ici, c'est est-ce que le marché a bien réagi parce que les gens se sont dit il vaut mieux que j'ai des bitcoins que de l'argent à la banque, ou est-ce qu'il a bien réagi parce que les gens se sont dit de toute façon la Fed, parce qu'ici il y a eu une impression monétaire encore dantesque, et ça on en parle peu, mais c'est un moment où la Fed a un peu sauvé les miches de tout le monde, puisqu'elle a dit si vos banques ont fait une erreur, c'est-à-dire qu'elles ont acheté les mauvaises obligations avec les mauvaises durées, et elles les ont achetées au mauvais prix, sous-entendu elles se sont trop exposées à un scénario qui était celui que la Fed avait dit, hein, d'ailleurs, mais bon voilà, que l'inflation était transitoire, mais bon voilà, quand vous gérez du risque, vous n'écoutez pas ceux dont vous êtes sûr qu'ils vont probablement mentir d'une certaine manière, mais là c'est la vraie question. C'est la vraie question. Est-ce que on s'est dit de toute façon il y a un retour de liquidité énorme parce que les banques vont être sauvées, ou alors est-ce qu'on s'est dit il vaut mieux sortir des banques et être sur Bitcoin que d'être ailleurs? Je pense qu'il y a eu un peu des deux. Mais globalement, voilà, cette réaction elle peut être aussi bien due à un retour de liquidité que à une angoisse par rapport au système bancaire du moment. Voilà, je veux pas faire du coup parce qu'à chaque fois je reparle d'un truc, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller vous affilier sur tous les partenaires de la chaîne si le cœur vous en dit, nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Tiens, aujourd'hui elle va être quelles sont les réactions de votre environnement par rapport au fait que vous vous intéressiez beaucoup à la crypto? Voilà, est-ce que personnellement vous avez des réactions plutôt bonnes, etc. Je parle de l'environnement, on va dire familial proche, hein. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va peut-être attaquer un cycle où les gens vont nous prendre de plus en plus au sérieux, alors que finalement avant on nous prenait un peu pour des fous. Et je trouve que c'est intéressant, éventuellement dites-moi en commentaire, voilà ce que vous pensez, quelles sont plus ou moins les réactions, encore une fois, de votre environnement par rapport à votre investissement dans la crypto, investissement à la fois de temps personnel, mais aussi, bien évidemment, d'argent. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien. Désolé pour cette vidéo un peu longue, mais il fallait faire le point ici, je pense que c'est c'était un point important à faire. On se retrouve demain, portez-vous bien, ciao.